Ma fille adoptive de 8 ans a écrit un poème pour les 60 ans de mon père sur l'amour pour sa nouvelle famille. Mon père lui a arraché sa carte des mains et a aboyé « Nous ne serons jamais ta famille. J'aurais préféré que tu restes à l'orphelinat. » Je n'ai pas crié. Je me suis levé et j'ai dit ceci. La pièce est devenue silencieuse. 2 nuits avant les 60 ans de mon père, Olivia a pris possession de notre table de cuisine comme si c'était son bureau. Elle avait du papier ligné, un stylo à paillettes violet et un petit tas de brouillons froissés qui ressemblaient à des boules de neige. « Tu lis la nouvelle version ?» a-t-elle demandé en tenant la page à 2 mains pour qu'elle ne tremble pas. J'ai écouté pendant qu'elle essayait de faire sonner les mots comme une grande. Puis elle a froncé les sourcils et a rayé toute une ligne. Non, cette partie sonne faux. Elle m'a regardé intensément. Est-ce que grand-père déteste le faux? J'ai gardé la voix calme. Grand-père aime la vérité. Elle a hoché la tête comme si cela résolvait tout et a recommencé à écrire. Après quelques minutes, elle a fait glisser la page vers moi. J'ai mis famille dedans, a-t-elle dit doucement. Est-ce que c'est permis? J'ai regardé sa petite mâchoire crispée comme si elle se préparait à un refus. C'est permis. Je lui ai dit que c'était vrai. Elle a expiré comme si elle avait retenu son souffle toute la semaine, puis a murmuré « Je veux juste qu'il sache que je suis bonne ». Elle essayait de mériter une place qu'elle avait déjà. Samedi après-midi à Columbus, la maison de mon père sentait le gâteau et le produit nettoyant au citron, et le salon était rempli de ballons qui disaient le 60 et or. Ma sœur Mélissa s'était déjà installée près du canapé avec ses enfants, Evan, 9 ans, et Sophie, 7 ans, comme si elle occupait les meilleures places. Papa était dans son fauteuil inclinable, leur souriant comme s'ils étaient le spectacle principal. Evan lui a tendu un sac cadeau et papa a tonné « Ça, c'est mon garçon ». Sophie est montée directement sur son genou et il a embrassé le dessus de sa tête. Olivia se tenait à côté de moi avec sa carte faite main pressée contre sa poitrine, attendant que quelqu'un remarque qu'elle existait. Mélissa lui a jeté un regard et a souri comme on sourit à une caissière. « Salut, Olivia » a-t-elle dit, puis elle s'est retournée vers ses enfants. Papa a donné à Olivia un petit signe de tête polie, sans chaleur. Bonjour. Quand est venu le moment des cartes, Olivia s'est avancée, les joues roses, et s'est raclé la gorge. J'ai écrit quelque chose, a-t-elle dit, et ses yeux ont cherché les miens pour avoir la permission. J'ai hoché la tête. Elle a lu d'une voix douce et soigneuse, « Cher grand-père, tu as 60 ans. C'est grand et vrai. Tu racontes des histoires et tu répares des choses et tu fais aussi des pancakes. Je n'avais pas de grand-père avant, mais maintenant j'en ai un. Merci pour ma nouvelle famille. Je t'aime. » Le sourire de papa s'est crispé comme si on avait tiré une ficelle derrière, et il n'a pas applaudi. Pendant une demi-seconde après qu'Olivia eut terminé, la pièce est restée silencieuse, comme si elle attendait qu'un adulte lui dise quoi faire ensuite. Olivia a tendu la carte à 2 mains comme elle s'était entraînée, les yeux grands et pleins d'espoir. Papa s'est penché en avant, a pris la carte, trop vite, trop sec, et son visage s'est aigri. Il ne l'a pas relue. Il la lui a arrachée des mains et a aboyé « Nous ne serons jamais ta famille. J'aurais préféré que tu restes à l'orphelinat. » Puis il a jeté la carte sur la table basse. Les mots ont frappé la pièce comme une assiette qui tombe, bruyant, définitif, impossible à prétendre ne pas avoir entendu. La bouche d'Olivia s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti au début. Puis son visage s'est chiffonné et les pleurs ont commencé. Le genre de pleurs où il y a plus d'air que de voix parce que le corps ne sait plus comment respirer. Mélissa a fixé son giron. Evan a regardé la télévision comme si elle pouvait le sauver. Sophie est descendue du genou de papa et s'est figée. Papa s'est réinstallé dans son fauteuil comme s'il venait simplement de parler de la météo, comme s'il avait rendu service en étant honnête. Personne n'a bougé, alors je l'ai fait. J'étais déjà à côté d'Olivia avant que mon cerveau ne rattrape. Je l'ai prise dans mes bras et l'ai serrée contre moi, ses petites épaules tremblant comme si on l'avait jetée dans de l'eau froide. Et, ai-je dit doucement, directement dans ses cheveux. Regarde-moi. Tu vas bien. Elle a essayé d'essuyer son visage avec sa manche et a réussi à dire en s'étouffant, « Je suis désolé. Je vais arranger ça. » Cette phrase a fait durcir quelque chose dans ma poitrine. À 8 ans, son premier réflexe était de se faire plus petite pour que la pièce se sente à nouveau à l'aise. Papa s'est raclé la gorge comme si ses pleurs étaient gênants. Mélissa a enfin murmuré, « Papa. »
Mais cela est sorti faiblement, comme si elle s'inquiétait plus des sentiments de papa que de ceux d'Olivia. Papa a fait un geste de la main. Ne commence pas, a-t-il dit. Elle doit comprendre la réalité. Olivia s'est accrochée plus fort à mon chemisier et a murmuré, je ne l'appellerai plus jamais grand-père. Je l'ai tenue et j'ai regardé mon père droit dans les yeux, et je pouvais sentir exactement à quel point elle était seule dans cette pièce. Ses larmes ont traversé ma manche. Papa s'est agité dans son fauteuil et a essayé de rendre son visage raisonnable. Écoute, a-t-il dit en se penchant en avant comme s'il allait faire un discours. Je ne voulais pas la bouleverser. Mais je ne vais pas mentir. J'en ai marre que tout le monde s'attende à ce que je fasse semblant. Je n'ai pas encore répondu. J'ai gardé ma main dans le dos d'Olivia, faisant de l'encercle, parce qu'elle tremblait encore. Papa a continué à parler quand même. Elle est ici depuis quoi, 6 mois? Ce n'est pas une famille. C'est une situation. Ça prend du temps. Il a hoché la tête vers la carte comme si c'était une preuve. Et toute cette histoire d'amour, ça sonne répété. Ça sonne faux. Elle devrait attendre d'être vraiment sincère. Olivia a relevé la tête juste assez pour entendre le mot faux. Et elle a tressailli comme si on l'avait giflé. Papa a ajouté presque gentiment, ce n'est pas personnel. C'est juste de l'honnêteté. Les gens ont besoin d'honnêteté. Mélissa a laissé échapper un petit rire comme pour détendre l'atmosphère. D'accord. D'accord, papa. On va juste mais papa ne cherchait pas de légèreté. Il cherchait une permission. Ses excuses avaient des dents. Papa a tendu la main vers le couteau à gâteau comme si cela pouvait remettre la pièce à zéro. Passons à autre chose, a-t-il dit, trop brusque. C'est mon anniversaire. On ne va pas en faire un drame. Le visage d'Olivia était encore mouillé contre mon épaule, et mon estomac était étrangement calme, comme si quelque chose s'était mis en place. Je me suis levé lentement avec Olivia toujours serrée contre moi. Tous les regards m'ont suivi comme si j'étais devenu le nouveau problème. Papa avait l'air soulagé, comme s'il supposait que j'allais faire ce que je faisais toujours, tout arranger. Rendre ça fluide. Rendre ça silencieux. Rendre ça acceptable. Je l'ai regardé et j'ai dit, très calmement, puisque tout le monde ici aime tellement l'honnêteté, ici se trouvait la phrase que j'ai dite. Les mots sont tombés et la pièce s'est figée, même les enfants. Le sourire de Mélissa a vacillé. Les sourcils de papa se sont levés comme s'ils ne reconnaissaient pas mon ton. J'ai gardé Olivia blottie contre mon flanc, j'ai pris sa petite veste sur la chaise et j'ai attrapé mon sac à main. Papa a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti assez vite. Et c'est à ce moment-là que je me suis levé. Olivia est restée silencieuse à l'arrière de la voiture pendant le trajet du retour, ses baskets repliées sous elle comme si elle essayait de prendre moins de place. Les lumières de la rue passaient sur son visage dans le rétroviseur. Et chaque fois, je la voyais déglutir difficilement comme si elle retenait ses pleurs avec sa gorge. Maman, a-t-elle fini par murmurer comme si elle n'était plus sûre d'avoir le droit d'utiliser ce mot. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Mes mains se sont crispées sur le volant. J'ai gardé la voix basse et stable. Non, tu as fait quelque chose de courageux. Tu as écrit la vérité. Elle a regardé par la fenêtre. Il a dit que j'aurais dû rester. Elle n'a pas pu finir la phrase. Je n'ai pas complété pour elle. J'ai juste dit qu'il avait tort. Et je le pensais de la manière la plus simple, comme une évidence. Au prochain feu rouge, j'ai tendu le bras en arrière et l'ai laissé tenir 2 de mes doigts. Elle les a agrippés comme une bouée de sauvetage. En conduisant, le choc a commencé à se transformer en quelque chose de plus tranchant. Et j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une vilaine scène isolée. C'était un schéma auquel on m'avait appris à survivre. Parce que mon père ne s'était pas réveillé cruel ce jour-là. Quand j'avais 10 ans, ma mère est morte et la maison est devenue silencieuse d'une manière qui ne s'est jamais vraiment levée. Ma sœur Mélissa avait 7 ans, assez petite pour que les gens l'appellent encore le bébé, et le chagrin de mon père s'est transformé en règle. La première règle était tacite, Mélissa avait besoin d'être protégée. La seconde règle était énoncée à voix haute, je devais aider. Le matin de l'enterrement de ma mère, papa se tenait dans le couloir avec une cravate noire dans les mains et a regardé juste à côté de mon visage. Kate, a-t-il dit, habille ta sœur. Assure-toi qu'elle mange quelque chose.
Mélissa était assise sur le canapé enveloppée dans une couverture pendant que les proches lui caressaient les cheveux en lui disant qu'elle était si forte. Personne ne m'a rien dit sauf ce qu'il y avait à faire. Cela est devenu le rythme. Mélissa oubliait ses devoirs, je les apportais. Mélissa ne voulait pas faire la vaisselle, papa disait, Kate, occupe-t'en. Quand je me plaignais, il soupirait comme si je rendais sa vie plus difficile. Sois mature. Il disait, n'ajoute pas à mon stress. J'ai appris à cuisiner parce que personne d'autre ne le ferait. J'ai appris à ravaler mes mots parce qu'ils ne changeaient rien. Je suis devenu laide, pas l'enfant. À l'âge adulte, Mélissa avait un mari, 2 enfants et cette confiance qui vient du fait d'être toujours rattrapé quand on tombe. Papa adorait être grand-père pour Evan et Sophie. Il entraînait l'équipe de baseball d'Evan, venait au spectacle de danse de Sophie avec des fleurs et gardait des photos scolaires encadrées sur sa cheminée comme des trophées. Je vivais de l'autre côté de la ville et travaillais à temps plein, mais les dimanches restaient le jour de la famille. Cela signifiait que Mélissa déposait ses enfants chez moi pour quelques heures qui se transformaient en tout l'après-midi. Je les emmenais chez papa, je cuisinais et je supervisais pendant qu'il recevait le grand dîner du dimanche sans cuisiner ni surveiller personne. Il appelait ça la tradition. La famille prend soin de la famille, disait-il. Et tout le monde agissait comme si cette phrase était un cadeau plutôt qu'une exigence. Quand l'échéance hypothécaire de papa a augmenté il y a quelques années, il m'a appelé tard le soir. Je ne veux pas inquiéter ta sœur, a-t-il dit. Elle a ses propres dépenses. Puis il a fait une pause comme s'il attendait que mon ancien conditionnement se déclenche. C'est ce qui s'est passé. J'ai mis en place un virement automatique de 550 € sans même en parler à Mélissa. C'était plus facile que de discuter. C'était redevenir la mature. Dans notre famille, l'amour venait avec une facture. Mon mari, Alex, a rencontré mon père en personne exactement 2 fois avant que l'armée ne l'envoie à nouveau à l'étranger. Alex est médecin, intelligent, stable, le genre d'homme qui ne hausse pas la voix parce qu'il n'en a pas besoin. Nous avons essayé d'avoir des enfants pendant des années avec des rendez-vous, des examens et cette déception mensuelle lente qui te fait compter le temps différemment. Un soir, après un autre appel avec un spécialiste de la fertilité, Alex était en appel vidéo depuis une clinique de base à l'autre bout du monde. Sa blouse était froissée et ses yeux fatigués, mais sa voix était claire. Kate, a-t-il dit, je ne veux pas que notre vie soit une salle d'attente. J'ai ri une fois, sec et amer, puis je me suis arrêté parce que ce n'était pas drôle. Je voulais que ça arrive normalement, ai-je admis. Il a hoché la tête. Le normal n'est pas garanti. L'amour est un choix. Puis il a dit, adoptons. Comme si c'était la décision la plus simple du monde. Le lendemain, j'ai imprimé les formulaires, fait une liste et pris une grande inspiration parce que nous ne choisissions pas la facilité. Nous choisissions la nôtre. Nous avons choisi le oui difficile. J'ai rencontré Olivia dans un bureau beige avec une boîte de mouchoirs sur la table et un bac à jouer dans le coin. Elle était assise les genoux remontés, serrant un renard en peluche qui avait une oreille pliée. Ses cheveux étaient en de nattes bien nettes, et ses yeux suivaient tout comme si elle mesurait la pièce pour trouver les sorties. Quand l'assistante sociale nous a présentés, Olivia n'a pas souri. Elle m'a juste regardé, sérieuse, comme si elle étudiait si je pensais vraiment ce que je disais. Je me suis agenouillé pour ne pas la dominer. Bonjour, lui ai-je dit. Je m'appelle Kate. Elle n'a pas dit son nom tout de suite. Elle a juste murmuré, est-ce que tu as des règles? J'ai répondu honnêtement, oui, mais on en parle. La première nuit où elle a dormi chez nous, elle a aligné ses chaussures près de la porte. La deuxième nuit, elle a demandé si elle avait le droit d'ouvrir le frigo. À la 3e semaine, elle me corrigeait si je l'appelais ma chérie au lieu d'Olivia parce qu'elle voulait que son prénom soit utilisé correctement. Au 4e mois, elle a glissé et m'a appelé maman au supermarché, puis s'est figée comme si elle avait enfreint une loi. J'ai juste dit, oui, c'est moi et j'ai continué à marcher pour qu'elle n'ait pas à se sentir gênée. À 6 mois, nous étions plongés dans la paperasse d'adoption. La date du tribunal était encore dans plusieurs mois et elle écrivait des poèmes pour appartenir. Mon père a détesté l'idée dès le début et il appelait ça de l'honnêteté comme si cela rendait la chose noble. Quand je lui ai dit que nous adoptions, il n'a pas demandé de nouvelles d'Olivia. Il a demandé, pourquoi te ferais-tu ça à toi-même? C'est une enfant, ai-je dit. Pas une punition. Il a ricané.
Tu fais entrer une étrangère dans ta maison. Si tu ne peux pas avoir d'enfant naturellement, peut-être que c'est un signe. N'aie tout simplement pas d'enfant. Puis il a ajouté la partie qu'il savait que ça toucherait, et ton mari est parti tout le temps. Tu es pratiquement une mère célibataire. C'est une mauvaise idée. Alex, qui écoutait sur haut-parleur depuis l'étranger, a gardé la voix égale. Monsieur, nous sommes enthousiastes. Papa a répondu, ne m'appelle pas monsieur. Tu ne comprends pas cette famille. Puis papa m'a dit, ne t'attends pas à ce que je joue au grand-père. N'insiste pas. J'ai quand même invité mon père à sa propre fête d'anniversaire avec Olivia parce qu'une partie de moi espérait encore que le temps l'adoucirait. Je suis entré dans cette fête, essayant encore de gagner son approbation. De retour dans le salon de mon père, les pleurs d'Olivia étaient devenues plus calmes, comme si elle manquait d'énergie pour avoir mal. Papa a de nouveau tendu la main vers le gâteau, faisant semblant que tout cela n'était qu'un petit accroc. Mélissa rôdait près de la porte de la cuisine, les yeux passant de l'un à l'autre comme si elle voulait que quelqu'un d'autre arrange les choses. J'ai gardé Olivia serrée contre mon flanc et j'ai fait face à mon père. Puisque tout le monde aime tellement l'honnêteté ici, ai-je dit assez calmement pour que cela ne ressemble pas à une menace. Je vais être honnête aussi. Papa s'est adossé, presque suffisant, comme s'il pensait que j'allais m'excuser d'avoir fait une scène. Je ne l'ai pas fait. Olivia est ma fille, ai-je dit lentement et clairement. Je l'aime plus que tout. Et si tu ne la considères pas comme ta famille, alors je ne suis plus ta famille non plus. Les mots n'ont pas tremblé. Ils se sont simplement posés là, lourds. Indéniables. La bouche de Mélissa s'est ouverte. Kate, je l'ai coupée sans hausser la voix. Pas aujourd'hui. Evan a fixé le sol. Sophie avait l'air d'être sur le point de pleurer aussi. Le visage de papa est devenu vide pendant une seconde, comme s'il ne pouvait pas comprendre une limite qui ne pliait pas pour lui. J'ai ramassé la carte d'Olivia sur la table basse, maintenant froissée par sa main, et l'ai glissée dans mon sac comme une preuve. Puis je suis sorti avec ma fille et personne ne nous a suivis. La porte s'est refermée derrière nous comme une décision. À la maison, j'ai mis Olivia en pyjama et lui ai préparé une tasse de lait chaud au miel, comme ma mère le faisait avant de tomber malade. Olivia était assise au bord de son lit, tordant le bas de son t-shirt. Ses joues étaient tachées, mais sa voix était prudente. « Est-ce que j'ai cassé ta famille ?» a-t-elle demandé. « Parce que si c'est le cas, je peux arranger ça. Je peux dire pardon. Je peux ne plus jamais écrire de poèmes. » Elle a dégluti et a regardé ses mains. « Si les poèmes rendent les gens en colère, je ne veux plus de poèmes. » Je me suis assise à côté d'elle et j'ai gardé un ton stable. « Tu n'as rien cassé, ai-je dit. Les adultes sont responsables de leur choix d'adulte. » Elle a secoué la tête, petite et farouche. « Mais il a dit que je n'aurais pas dû être ici. Il a dit que j'aurais dû rester là où j'étais. » Ses yeux sont redevenus humides. « Et si tu changes d'avis ?» J'ai pris ses mains et les ai tenues immobiles. « Olivia, ai-je dit en la forçant à me regarder. Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit. Tu es ma fille. Tu restes. » J'ai montré la petite photo de nous sur sa commode, celle qu'elle avait choisie elle-même. C'est nous. C'est réel. Elle a reniflé et murmuré, alors mon poème n'était pas mauvais. J'ai secoué la tête. Ton poème, c'était de l'amour. Le problème, c'était lui. J'ai rangé sa carte, celle avec le poème, dans ma table de nuit. Après qu'Olivia se soit endormie, je n'ai pas versé un verre de vin ni râlé auprès d'une amie. Je me suis assise devant mon ordinateur portable sur le comptoir de la cuisine et j'ai ouvert mon application bancaire comme si je faisais des tâches routinières. Le virement automatique était là, noir sur blanc. 550 € sur le compte hypothécaire de mon père, programmé comme une horloge. Je l'ai fixé plus longtemps que nécessaire. Ça m'a frappé de voir combien d'années j'avais passé à soutenir silencieusement son indépendance pendant qu'il rabaissait mes choix. Pour lui, la famille signifiait accès et contrôle. Cela signifiait que je payais et que je restais silencieuse. J'ai cliqué sur les détails du paiement et j'ai annulé. L'application a demandé « Êtes-vous sûr ?» Comme si c'était une grande chose dramatique. J'étais sûr. J'ai désactivé le virement récurrent et j'ai regardé la confirmation apparaître. Pas de feu d'artifice, pas de sirène, juste une ligne de texte disant que cela ne se reproduirait plus.
Puis j'ai fait un nouveau virement, 550 € sur un compte d'épargne intitulé frais d'adoption parce que cet argent appartenait à l'avenir d'Olivia, pas au confort de mon père. J'ai fermé l'ordinateur, lavé une tasse dans l'évier et suis allé me coucher. La laisse de 550 € s'est brisée silencieusement. Les dimanches matins étaient autrefois automatiques. Mélissa m'envoyait un texto en chemin comme si c'était un emploi du temps auquel j'avais accepté pour toujours et les enfants arrivaient avec des sacs à dos et des tablettes sans vrai plan. Cette semaine-là, je me suis réveillé, j'ai fait des pancakes pour Olivia et j'ai laissé la maison rester calme. À 9h07, Mélissa a envoyé « On arrive dans 20 minutes. On fait un brunch après ». J'ai fixé le message pendant qu'Olivia coloriait à table, fredonnant comme si rien ne pouvait l'atteindre à cet instant. Mes mains voulaient faire l'ancienne chose, arranger, accommoder, garder la paix. Au lieu de cela, j'ai tapé « Nous ne faisons plus les dimanches. Merci de prévoir d'autres solutions pour la garde des enfants. » Je l'ai relu une fois pour m'assurer que c'était factuel, pas émotionnel. Puis j'ai envoyé. La réponse est venue vite. Tu plaisantes? Papa se sent déjà mal. Puis on a des plans. Alors tu punis les enfants maintenant? Je n'ai pas argumenté par texto. J'ai simplement posé mon téléphone écran vers le bas et aidé Olivia à trouver le crayon bleu qu'elle ne trouvait pas. Une limite n'a pas besoin d'un discours. Elle a besoin de constance. Mon calendrier appartenait enfin à nous. Mélissa a appelé 5 minutes plus tard. J'ai laissé sonner 2 fois, puis j'ai répondu parce que je voulais qu'elle entende ma voix, pas mon clavier. Kate, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, a-t-elle claqué. J'ai gardé la voix égale. Je ne fais pas de babysitting aujourd'hui. Elle a fait un bruit frustré. Papa a dit quelque chose de stupide. Il est vieux. Il s'est excusé. Je ne l'ai pas corrigé parce que nous savions toutes les deux qu'il ne s'était pas excusé de manière réelle. Mélissa a insisté, mes enfants t'aiment. Tu ne peux pas juste faire exploser la vie de tout le monde parce que tu es sensible. Je ne fais exploser rien du tout, ai-je dit. Je protège ma fille. Elle a ricané. La protéger de quoi? D'un commentaire. Puis elle a baissé la voix comme si elle était raisonnable. Kate, tu rends ça bizarre. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas juste je l'ai coupé, toujours calme. Je peux. Et je le fais. Elle a commencé à parler plus vite, plus fort par-dessus moi. Alors quoi? Tu vas la tenir éloignée de papa pour toujours? C'est dingue. Et moi? Qu'est-ce que je suis censé faire aujourd'hui? Tu es censé être parent, ai-je dit, et j'ai détesté devoir le dire. Il y a eu une pause. Puis son ton est devenu glacial. Waouh, tu as vraiment changé. J'ai changé, ai-je acquiescé, et j'ai mis fin à l'appel. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse réécrire mon nom. Mon père n'a pas appelé tout de suite. Il a envoyé un texto comme un homme qui pensait que l'argent était un bouton sur lequel il pouvait appuyer. Kate, le virement hypothécaire n'est pas passé. Arrange ça ce soir. Pas de bonjour. Pas de mention d'Olivia. Juste un ordre. J'ai fixé le message jusqu'à ce que ma mâchoire se détende. Puis j'ai répondu, j'ai annulé le paiement. Je ne soutiendrai plus ton hypothèque. J'ai attendu et les bulles de frappe sont apparues comme un pouls. Sa réponse, incroyable après tout ce que j'ai fait pour toi. Puis, tu laisses tes sentiments te contrôler. Puis celui qui m'a glacé l'estomac, ne fais pas comme si cette fille était déjà ta famille. Ce n'est pas définitif. Tu te ridiculises. Voilà. Il avait trouvé un moyen de rendre Olivia temporaire à nouveau, de rendre ma maternité conditionnelle. Il l'avait dit comme une simple formalité, comme si la paperasse pouvait effacer les histoires du soir, les déjeuners préparés et les cauchemars apaisés. J'ai tapé une seule ligne en réponse, ne parle plus jamais de ma fille. Je suis sorti du bureau, j'ai débloqué le numéro de mon père et j'ai appelé directement sur le répondeur. Pas comme une punition, mais comme une mesure de sécurité. Il avait essayé d'utiliser la paperasse comme une arme. Une fois que tu poses une limite, les personnes qui profitaient de ton absence de limite commencent à recruter. Les appels sont venus de proches que je n'avais pas entendus depuis des mois. Une tante, un cousin, l'ami de mon père de sa ligue de bowling. Chacun commençait par le même scénario, c'est ton père,
et la famille c'est la famille, et tu le regretteras. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré au téléphone. J'ai gardé ça simple. Il a dit à mon enfant qu'elle aurait dû rester dans un orphelinat. J'ai dit, je ne discuterai pas de ça. Ma tante a soupiré comme si j'étais dramatique. Il ne le pensait pas comme ça. Il est juste vieux jeu. Ma cousine a essayé un autre angle. Le sans compte, Kate. Tu le sais. Puis elle a ajouté comme si elle offrait une solution, si c'est trop stressant, peut-être que tu peux reconsidérer. Peut-être qu'elle serait mieux ailleurs. Cette phrase a tout rendu silencieux en moi. Pas de rage, pas de panique, juste de la clarté. Ne suggère plus jamais ça, ai-je dit, la voix plate. C'est ma fille. Ce n'est pas un essai. Si tu ne peux pas respecter ça, tu n'as plus accès à nous non plus. Il y a eu des excuses balbutiées, mais c'était trop tard. J'ai terminé l'appel et bloqué le numéro. Puis j'ai fait la même chose pour 2 autres personnes sans me débattre. Je suis devenu très calme et très décidé. Un mois s'est écoulé et notre vie a commencé à nous ressembler à nouveau. Olivia a arrêté de surveiller mon visage chaque fois que le téléphone vibrait. Elle a commencé à laisser ses chaussures où elle voulait au lieu de les aligner près de la porte. Le dimanche matin, nous allions à la bibliothèque et choisissions des livres d'images et un livre de poésie avec une couverture jaune vive qu'elle portait comme un trophée. Alex appelait de l'étranger dès qu'il pouvait. Et au lieu de dire ça va, je lui disais la vérité. C'est calme, ai-je dit. C'est mieux. Il ne m'a pas demandé de garder la paix. Il a demandé, de quoi as-tu besoin? Parfois j'avais besoin qu'il écoute simplement. Parfois j'avais besoin qu'il envoie un email à l'assistante sociale pour que je ne gère pas tout seul. Une nuit, Olivia a ressorti sa carte, froissée et tachée, et a collé le poème sur le frigo avec un aimant en forme de fraise. C'est encore vrai, a-t-elle dit simplement. J'ai hoché la tête. Ça l'est. Je pensais que le silence signifiait que le message était passé. Le calme a tenu jusqu'à ce qu'il ne tienne plus. C'était un mardi après-midi quand tout a de nouveau craqué. Je me suis garé dans la file de ramassage à l'école élémentaire d'Olivia comme je le faisais toujours et j'ai attendu qu'elle sorte en bondissant avec son sac à dos trop grand pour ses épaules. 10 minutes ont passé. 20. Pas d'Olivia. J'ai garé la voiture et suis allé au bureau d'accueil, essayant de garder un visage calme parce que les enfants sentent la panique. La secrétaire a souri poliment. Oh, Olivia a été récupérée, a-t-elle dit. Mon cerveau s'est bloqué. Pardon, ai-je entendu dire. Elle a montré un clipboard. Il l'a signé. C'est bon. Il est sur sa liste autorisée. Mes mains sont devenues froides pendant que je regardais et voyais le nom de mon père dans ma propre écriture, datant de plusieurs mois, à l'époque où je croyais encore qu'il finirait par être décent. Et avant même que l'idée de mettre à jour la liste de ramassage scolaire ne me vienne, j'ai forcé l'air dans mes poumons. À quelle heure l'a-t-il emmené? La secrétaire a répondu, joyeuse, inconsciente. Il y a environ 15 minutes. 15 minutes, ça pouvait être n'importe où. J'ai dégluti difficilement et j'ai dit, retirez-le immédiatement. Il n'est pas autorisé. Ma voix a dû faire quelque chose parce que son sourire a disparu. Elle a hoché la tête rapidement et a commencé à cliquer sur son ordinateur. Je suis sorti du bureau et j'ai quand même essayé d'appeler mon père, directement sur le répondeur. J'ai appelé Mélissa. Pas de réponse. J'ai appelé Alex et dès qu'il a décroché j'ai dit, il l'a prise à l'école. Alex n'a pas posé de questions. Il a juste dit, conduis. Je reste en ligne. J'ai conduit comme si chaque feu rouge était personnel. L'allée de mon père était pleine quand je suis arrivé. Le SUV de Mélissa, la berline de papa, 2 vélos d'enfants jetés sur la pelouse. Je n'ai pas frappé poliment. J'ai sonné une fois et ouvert la porte quand Mélissa a crié, c'est ouvert. Comme si c'était une visite normale. Mélissa est apparue dans le couloir, les sourcils déjà levés comme si elle était prête à me gronder. Kate, qu'est-ce que tu fais? Je suis passé à côté d'elle sans la toucher et je suis allé directement au salon. Olivia était sur le tapis, assise raide avec les mains sur les genoux. Mon père était sur le canapé et roulait une balle en caoutchouc vers elle comme s'il essayait de créer une scène attendrissante. Allez, ma chérie, disait-il d'une voix mielleuse. Olivia n'a pas tendu la main vers la balle.
Ses yeux ont remonté vers moi, grands et brillants, et tout son corps s'est déplacé comme si elle s'était retenue exprès. Dès qu'elle m'a vu, elle s'est levée rapidement et a traversé la pièce en 3 pas. Elle a attrapé ma main et a pressé son visage contre mon flanc comme si elle avait besoin de s'assurer que j'étais réel. J'ai passé mon bras autour de ses épaules et j'ai senti à quel point elle était tendue, comme si elle s'était transformée en fil de fer. Ils avaient ma fille dans leur salon. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas juré. J'ai regardé mon père et j'ai dit très clairement, « Tu as pris mon enfant à l'école sans me prévenir. » Ma voix ressemblait à de la paperasse, plate, officielle. La voix d'Alex était encore dans mon oreille via le téléphone, calme et maîtrisée. Papa a levé les mains comme s'il calmait une situation qu'il avait créée. « Kate, détends-toi. J'essaie de réparer les choses, a-t-il dit. J'ai décidé que j'étais prêt à être son grand-père maintenant. » Il a souri à Olivia comme s'il attendait de la gratitude. Tu vois, pas de rancune. La prise d'Olivia s'est resserrée sur mes doigts. J'ai placé mon corps entre elle et lui. Tu n'as pas le droit de décider d'être prêt en la prenant, ai-je dit. Mélissa a levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu, Kate. Il l'a juste récupéré. Ce n'est pas comme s'il m'arrête. Je l'ai coupé, toujours calme. Tu ne prends jamais mon enfant. Jamais. Le sourire de papa a tressailli. J'allais t'appeler. Je pensais juste que tu t'étais calmé maintenant et que j'avais besoin de revenir à la normale. Il m'a jeté un regard et le masque a glissé pendant une demi-seconde. Tu ne peux pas juste couper le virement hypothécaire et voilà. Pas les sentiments d'Olivia, pas le commentaire sur l'orphelinat. La normale pour lui signifiait que l'argent coulait et que j'obéissais. J'ai hoché la tête une fois comme si quelque chose venait d'être confirmé. C'est pour ça que tu n'auras plus accès à elle, ai-je dit. Tu ne l'aimes pas. Tu veux du levier. J'ai pris le sac à dos d'Olivia sur la chaise, tenu sa main et suis sorti. Derrière moi, papa a appelé, Kate. Comme si mon prénom était une télécommande. Ça n'a pas marché. La normale était terminée, et il le savait. 6 mois plus tard, nous étions assis dans une petite salle du tribunal pendant qu'une juge d'adoption souriait à Olivia comme si elle l'avait attendue. Alex était à côté de moi dans un costume qui lui allait encore étrangement après tous ses uniformes parce qu'il avait démissionné de son poste à l'étranger et pris un poste de médecin local pour pouvoir être à la maison. Olivia portait une robe simple et tenait le même renard en peluche, l'oreille pliée maintenant recousue parce qu'elle avait demandé à Alex de la réparer comme un vrai docteur. La juge a demandé à Olivia si elle comprenait ce que signifiait aujourd'hui. Olivia a hoché la tête énergiquement. Ça veut dire que je reste, a-t-elle dit, puis elle m'a regardé. Pour toujours. La juge a ri doucement et a tamponné les papiers. Et ce bruit, l'encre rencontrant le papier officiel, a ressemblé à une porte qui se verrouille de l'intérieur. À la maison, Olivia écrit encore des poèmes. Elle en écrit sur les pancakes dans les bus scolaires et sur l'habitude bizarre de notre chien de voler les chaussettes. Parfois elle écrit sur la famille, et le mot ne sonne plus dangereux. Je n'ai pas parlé à mon père ni à Mélissa depuis le jour où ils ont pris Olivia à l'école. J'ai appris par un proche que je n'avais pas bloqué que papa avait dû réduire sa maison et annuler quelques voyages qu'il avait prévus. Et maintenant il se plaint de moi auprès de tous ceux qui veulent bien l'écouter. C'est bon. Les plaintes n'atteignent plus mon porche. Alors dites-moi, avais-je raison de les couper, ou essayeriez-vous un jour de renouer après quelque chose comme ça? Faites-le moi savoir en commentaire et abonnez-vous pour